Carte sur table, une émission proposée par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Carte sur table. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous assistons à des arrestations de personnalités du monde politique arménien, comme le maire de Gümri, Vartan Rougassian, du monde économique, comme le président du groupe Tachir Samuel Garabedian, du monde religieux, comme les archevêques Bagrat, Mikhaël et Megordic. Leur point commun, s'opposer à la politique de capitulation voulue par Nicole Pachinian à l'égard de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, avec la bénédiction des puissances européennes, américaines et russes. Toute volonté de continuer à parler et à défendre l'Artsakh est vue comme un danger, et il faut mettre au pas les potentiels adversaires en vue des élections législatives de juin prochain. Petit à petit, la justice est sommée de mettre en accusation, de mettre en prison et de condamner lourdement les opposants politiques, comme cela se fait en Azerbaïdjan, en Turquie, en Iran ou en Russie. Et si des juges venaient à vouloir contredire les demandes du parquet, elles-mêmes relayant les exigences d'un pouvoir exécutif concentré dans les mains d'un seul homme, les juges réfractaires sont mis à la retraite d'office, mis de côté, quand ils ne sont pas eux-mêmes menacés de poursuites pénales. Les députés sont priés d'avaliser sans émettre la moindre objection, de risque de perdre leur place. Comment exercer sereinement la justice dans ce climat délétère ? Comment avoir un regard lucide sur un pouvoir de plus en plus autoritaire ? Comment faire en sorte que l'Arménie redevienne une vitrine réelle de la démocratie et non pas un ersatz ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous accueillons ce matin Charles Consigny, avocat au barreau de Paris et représentant légal en France de Samuel Garabedian, Sevak Torossian, avocat au barreau de Paris et de la Cour pénale internationale, et Mourad Papazian, membre du bureau mondial de la FA Tachnak Soutoun. Nous avons déjà en ligne Charles Consigny et Mourad Papazian. Messieurs, bonjour. Bonjour. Charles Consigny, vous avez été mandaté par Samuel Garabedian en France. En quoi consiste votre mission ? Alors, écoutez, ma mission, elle est protéiforme. Effectivement, Samuel Garabedian a fait appel à moi via ses enfants et son avocat à Erevan, parce qu'il demeure détenu contre tous les principes auxquels on est habitué en France et dans toutes les démocraties du monde. Et j'ai donc pour mission d'alerter d'une part les organismes internationaux, d'alerter le gouvernement français, qui me paraît assez défaillant dans ce dossier. Encore récemment, j'ai vu que le président du Sénat, Gérard Larcher, a reçu des officiels arméniens sans faire la moindre mention à ce dossier. Or, la France a des obligations en raison de traités internationaux que j'ai rappelés dans un courrier que j'ai adressé au ministre de l'économie et des finances. La France a des obligations internationales, de par les traités qu'elle a ratifiés, d'intervenir dans ce type de situation de violation grave de droits de l'homme dans des pays qui sont membres des mêmes organisations internationales qu'elle. Et je m'adresse également aussi en ce moment aux grandes organisations internationales de défense des droits de l'homme dans le but de faire bouger ce dossier et d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la grave dérive autoritaire qui a lieu en ce moment même en Arménie. Justement, est-ce que vous avez découvert un visage différent de l'Arménie, de son système judiciaire, un visage différent de l'image que vous en faisiez auparavant ? Alors, je pensais effectivement que l'Arménie était une démocratie. Alors après, c'est jamais parfait, une démocratie, même en France, c'est pas parfait. Mais j'imaginais quand même quelque chose d'à peu près respectueux des grands principes, et j'imaginais un état de droit. Et effectivement, je tombe un peu des nues en découvrant une justice quasi totalement aux ordres et un pouvoir politique qui n'hésite pas à instrumentaliser l'arme judiciaire pour ses objectifs politiques. Donc effectivement, j'ai été un peu surpris par rapport à ce que j'imaginais, à l'idée que je me faisais de ce pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que
la régression est terrible pour l'Arménie et pour les Arméniens, puisque les, les étrangers voyaient ce pays comme un pays proche, en gros, des pays de droit, et se rend compte qu'en fait, elle est dans les mêmes travers que les pays autoritaires qui lui font la guerre. Alors, on va revenir sur le cas de Samuel Garabedian dans le détail, mais puisque nous avons Mourad Papazian en ligne et qui rentre d'Arménie, Mourad Papazian, quel est votre sentiment au vu de cette semaine que vous venez de passer en Arménie sur la situation à la fois politique et judiciaire du pays? Ben, ça me fait mal d'entendre ce que vient de dire Charles Consigny, mais je dois avouer que le portrait qu'il en a fait est un portrait de plus en plus juste. L'Arménie est véritablement devenue un État policier. On se rend compte que les gens font attention à ce qu'ils disent, à ce qui les entoure. Je parle des militants politiques, évidemment, des opposants qui sont inquiets du durcissement de la situation, des journalistes qui se sont réunis pour lancer un appel aux diplomaties internationales, aux chancelleries qui sont présentes en Arménie pour qu'elles ouvrent les yeux sur la situation du pays qui se tend terriblement à quelques mois des prochaines échéances électorales. Rappelons, et ce n'est pas neutre, que les élections législatives se dérouleront le 7 juin prochain, que Nicole Pachinian craint de les perdre et donc qu'il s'attaque un à un aux divers pôles de résistance. Les gens sont vraiment inquiets d'un vrai basculement du régime dans un régime très autoritaire. Il est devenu autoritaire aujourd'hui. Je donne quelques exemples. On parle des opposants qui ont été emprisonnés au mois de juin, qui ne sont toujours pas libérés. On parle des évêques qui ont été emprisonnés, qui ne sont toujours pas libérés. On parle du maire de Gyumri qui a battu le candidat de Nicole Pachinian il y a quelques mois. Le maire de Gyumri a été arrêté. Pire, il y a eu des manifestations de soutien au maire de Gyumri. Les manifestants ont été arrêtés, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de manifester aujourd'hui en Arménie. C'est compliqué de s'exprimer sans risquer effectivement d'être arrêté. Le maire de Parakar, qui a été élu quelques semaines après le maire de Gyumri, qui lui aussi a battu un représentant du régime, un candidat du régime, il a été assassiné. Le climat vraiment est pourri. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Le climat est pourri et on se rend compte véritablement que Nicole Pachinian se comporte comme un loup avec son peuple et comme un agneau avec Erdogan et Aliyev, mais ça on y reviendra peut-être sur cette différence entre le comportement de Pachinian par rapport à son propre peuple et sa soumission totale par rapport à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Alors Charles Consigny, vous venez d'entendre Mourad Papazian. Dans le cas de Samuel Garabedian, dans votre communiqué, vous parlez de graves manquements aux règles judiciaires, aux règles de droit. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que vous avez pu relever dans le dossier qui vous a été transmis? Elles sont très nombreuses, et non seulement elles sont nombreuses, mais elles sont en réalité transparentes. C'est-à-dire que le Premier ministre Pachinian ne se cache pas d'instrumentaliser la justice dans ce dossier. Je citerai simplement quelques exemples tout bêtes. La perquisition des bureaux et du domicile de M. Karapetian, qui s'est déroulée en présence de nombreuses caméras de télévision, elle fait immédiatement suite au tweet publié par Nicole Pachinian, hostile à Samuel Karapetian. Donc si on voulait, ne serait-ce que par la concomitance de temps, montrer qu'on instrumentalise la justice, on ne pourrait pas mieux s'y prendre. Ensuite, alors que Samuel Karapetian est quelqu'un de tout à fait installé dans la société et n'est pas un danger public, il n'a pas été envisagé une seconde, par exemple, de prendre à son égard une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure de bracelet électronique si on estimait que vraiment il y avait un risque, par exemple, qu'il s'enfuit à l'étranger à l'occasion de ces poursuites. On l'a immédiatement placé en détention
provisoire. Ensuite, sa détention a fait l'objet d'un recours de ses avocats. Le recours a été examiné par un magistrat qui a la réputation précisément d'être extrêmement servile vis-à-vis du pouvoir politique. Ce magistrat a évidemment rejeté le recours et immédiatement après, il a été promu juge à la Cour de cassation à la suite d'un vote du Parlement dont la majorité est acquise à Nicole Pachinian. Ensuite, un autre recours a été formé, cette fois devant la procureure générale de la Cour d'appel, laquelle évidemment a rejeté le recours, mais on découvre que cette dame est l'ancienne assistante personnelle de Nicole Pachinian. Donc tout a été comme ça dans cette procédure. Un troisième recours a été effectué, cette fois contre la prolongation de la détention provisoire de Samuel Karapétian, et cette fois le juge qui a examiné l'affaire n'a pas daigné accorder d'audience publique, il a statué sur le seul dossier et il a statué sans motiver sa décision. Donc on est vraiment dans des atteintes, si vous voulez, qui sont pathétiques. La première d'entre elles étant d'ailleurs, à mon sens, le fondement retenu pour les poursuites contre M. Tout à fait. Karapétian, puisqu'on on l'incrimine d'une tentative de coup d'État, etc., ce qui est totalement grotesque quand on regarde les faits dont il s'agit, et quand on regarde surtout la déclaration publique qui est retenue contre lui, qui est une déclaration, somme toute, extrêmement mesurée, dans laquelle Samuel Karapétian ne fait que déplorer les attaques du pouvoir politique à Erevan contre le clergé, notamment contre les catholicos, et il se borne à dire que s'il doit agir pour défendre le clergé, il le fera avec les moyens dont il dispose. Franchement, comme appel au coup d'État, on a connu plus volontaire, je pense. Oui, et en France même, le nombre de personnes qui, chaque semaine, appellent à la démission du chef de l'État de manière beaucoup plus virulente ne sont pas mis en prison pour autant. Je veux dire, on est dans l'exercice de la liberté d'expression, quelque part. Monsieur Consigny? On est à 4000, non, mais on est à 4000% dans l'exercice de la liberté d'expression, ça c'est sûr, mais on est même, je trouve, dans une expression qui est très mesurée. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple en France, vous avez un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, qui appelle en fait peu ou prou un jour sur deux à prendre le pouvoir par la rue. Et c'est pas pour ça qu'on jette Mélenchon en prison. De même que vous avez en France un milliardaire industriel qui s'appelle Vincent Bolloré, qui défend sur tous les tons possibles l'Église catholique, l'héritage chrétien de la France, etc. Et c'est pas pour autant qu'il est mis en prison. Ce qu'il faut voir, et que vous connaissez mieux que moi, c'est qu'on observe de la part du Premier ministre Pachinian une tentative d'effacer le passé de l'Arménie pour la rendre plus accommodable avec l'Azerbaïdjan. C'est ça, je mets un peu les pieds dans le plat, mais je pense que c'est ça qu'il y a derrière, et que mon client Samuel Karapétian représente finalement une espèce d'Arménie ancienne par sa défense du clergé, qui est moins soluble dans les volontés de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Je crois qu'il y a ça derrière. Et il y a en plus, par ailleurs, ce que j'ai dit dans mon courrier que j'adresse au ministre des Affaires étrangères et que nous sommes en train d'adresser à toutes les grandes organisations et associations internationales, il y a aussi une volonté de s'approprier la société de Samuel Karapétian, puisqu'il y a eu notamment une tentative de nationalisation de la compagnie d'électricité. Alors, aux dernières nouvelles que j'ai, moi, la société de Samuel Karapétian a exercé un recours devant un tribunal arbitral et a gagné ce recours, ce qui fait que théoriquement, l'État arménien ne peut pas nationaliser cette entreprise. Mais je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, et je constate que ça témoigne d'une volonté de priver Samuel Karapétian, y compris de ses biens, y compris de ses entreprises. Alors, on va interroger Mourad Papazian sur les origines, effectivement, les dessous de ces arrestations et ce qu'il commençait à évoquer tout à l'heure avec la politique de l'Azerbaïdjan. Juste pour information, ce recours devant le tribunal de Stockholm, le gouvernement arménien a annoncé qu'il entendait s'asseoir dessus et qu'il veut continuer à nationaliser la compagnie nationale d'électricité au nom de la défense des intérêts de l'État face à la Russie, en accusant la Russie d'attaques hybrides. Mais voilà le contexte. Mais par contre, Mourad Papazian,
Oui, Quels sont les dessous, effectivement, vous commenciez à l'évoquer, il s'agit effectivement, avant les élections législatives, de faire table rase de tous ceux qui s'opposent à Nicole Pachinian et à sa politique c'est de... c'est très clair, effectivement. Nicole Pachinian craint véritablement de ne pas gagner les prochaines élections législatives, car sa popularité est terriblement décrescendo en Arménie. Il y a un mouvement qui se constitue avec effectivement le mouvement de Samvel Garabedian qui s'appelle Mejtsevov à notre manière, puisqu'il avait dit nous le ferons à notre manière. À notre manière, c'est un mouvement qui a bien démarré en réalité son développement. Il est très très actif. On voit en tant que leader le neveu de Samvel Garabedian, Narek Garabedian. Et donc ce mouvement, plus les autres mouvements d'opposition qui étaient déjà installés en Arménie, contestent effectivement la politique de Nicole Pachinian, sa soumission à l'Azerbaïdjan, sa soumission à la Turquie, conteste effectivement, alors il faut quand même recontextualiser, peut-être pour Charles Consigny, c'est que le Premier ministre Nicole Pachinian, en fait, a cédé toutes les valeurs en fait qui fondent l'Arménie et les Arméniens. Par exemple, il a déclaré, il a décidé en 2022 que le Haut-Karabakh n'appartenait pas à l'Arménie, mais que ça appartenait à l'Azerbaïdjan. Et il y a quelques mois, à Genève, il a fait une déclaration de quasi-négation du génocide arménien. Il considère que on doit enlever le mot ararat, qui est un symbole universel pour les Arméniens. On doit l'enlever de tout ce qui existe en Arménie, y compris des visas, etc. On ne doit plus y faire référence. Comment dire, il considère également qu'on ne doit plus parler du Haut-Karabakh, que les réfugiés du Haut-Karabakh doivent s'intégrer aujourd'hui dans l'Arménie, oublier toute problématique de droit au retour et de réinstallation des Arméniens dans leur maison, dans leur pays, dans le Haut-Karabakh. Et donc, il y a un vrai débat aujourd'hui en Arménie sur ces questions-là. Et c'est un débat dans lequel Nicole Pachinian se trouve terriblement mal à l'aise, puisqu'il est dans la position de celui qui a capitulé. Et étant dans la position de celui qui a capitulé, il est en position de faiblesse. Mais c'est la nature du débat démocratique. Et donc aujourd'hui, face aux critiques, face à la montée de la contestation, alors que l'Église aussi défend ces valeurs-là, eh bien, un à un, il s'en prend à tous les pôles de résistance qui constituent aujourd'hui des forces. Donc, il y a effectivement Samvel Garabedian, mais il y a aussi Bagrat Kalestanian, qui a été le leader d'un mouvement d'opposition l'année dernière, mais il y a aussi d'autres évêques qui ont été emprisonnés. Il menace d'aller emprisonner le Catholicos. Il y a un prêtre qui a été défroqué. Il encourage ce prêtre à organiser une messe dimanche prochain dans une église et Pachinian dit on va y aller à 10 000 pour le soutenir. Bref, donc il y a tout ce contexte-là. Et moi, ma conviction, et je les partage avec pas mal de journalistes que j'ai rencontrés sur place, des juristes, des candidats aux élections que j'ai rencontrés, Pachinian a vraiment peur de perdre les élections. Et ce qui se passe aujourd'hui en Arménie est probablement le début d'une radicalisation encore plus forte du régime qui est devenu un véritable État policier. Ça, c'est terrible, ça fait mal de le dire. On rêvait d'une autre Arménie, mais là, elle a basculé, elle va basculer encore plus vers l'autoritarisme. Charles Consigny, maintenant, qu'est-ce que peut faire la France et surtout, que peut faire la France dans la mesure où elle affirme son soutien à Nicole Pachinian, elle affirme son soutien parce que Pachinian veut faire, comme vient de dire Mourad Papazian, il y a un processus entre guillemets de paix qui se met en place et donc la France le soutient. Est-ce que la répression politique en Arménie ne serait pas finalement acceptable pour la France ? Alors, moi, je suis très déçu pour l'instant par l'attitude des autorités françaises
C'est une attitude que j'ai déjà expérimentée dans d'autres dossiers. J'ai notamment été le conseil d'un ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Ce responsable politique qui prétendait aux élections en Côte d'Ivoire a été totalement empêché de se présenter par le président sortant, qui là se présente pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, alors qu'il est manifestement plus du tout en âge de présider un pays. Et la France a eu une attitude, au prétexte de garantir la stabilité et la paix, elle est prête finalement à avaler toutes les couleuvres. Et ça, je trouve que c'est très décevant et pas conforme à l'esprit français et à ce que disent les textes fondamentaux de notre Constitution et tous les grands traités auxquels on a adhéré. C'est-à-dire, normalement, on est un pays qui défend et qui promeut la démocratie, les libertés publiques, les droits de l'homme, la liberté d'expression, qui s'engage contre l'arbitraire, etc. Or, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, la France a tout misé, s'est entièrement alignée sur Alassane Ouattara au prétexte que c'est ce qui garantissait la stabilité dans le pays, mais la stabilité, à mon sens, ne peut pas être un horizon complètement indépassable, elle s'obtient au prix de violations graves de droits de l'homme, parce qu'il y avait là-bas également des incarcérations complètement arbitraires, des instrumentalisations de la justice, etc. Et là, je trouve que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ce que fait Nicole Pachinian est soutenu à 100% au seul prétexte qu'il est en train, ou il serait en train de garantir la paix avec l'Azerbaïdjan. Donc moi, je trouve l'attitude de la France décevante, mais il y a quand même des parlementaires qui, je vais d'ailleurs probablement obtenir que des questions soient posées au gouvernement. Maintenant que nous avons un gouvernement en France, on va pouvoir commencer à faire poser des questions à l'Assemblée nationale, interpeller le gouvernement. Moi, ce que je crois, c'est que la France a des leviers, au-delà des leviers politiques et moraux que je viens de dénoncer. La France a, que je viens de rappeler, la France a des leviers juridiques, puisque l'Arménie, d'abord, est bientôt candidate à une entrée dans l'Union européenne, c'est erreur de ma part. En tout cas, c'est quand même un projet de long terme. Je ne vois pas, absolument pas dans quelle mesure ce serait possible, ni de près ni de loin, avec les exactions actuelles. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein, non, j'ai compris ça, voilà. Donc là, c'est certainement pas avec un régime comme celui-là que l'Arménie pourra intégrer l'Union européenne. Donc en plus, c'est totalement contraire aux intérêts du peuple arménien. Voilà. Et par ailleurs, en fait, l'Arménie est partie à un certain nombre de traités internationaux, notamment le traité pour la Cour européenne des droits de l'homme, un certain nombre d'autres traités que j'ai rappelés dans le courrier que j'ai adressé aux ministres des Affaires étrangères, qui normalement devraient contraindre la France à intervenir. Notamment, j'ai demandé une chose toute simple, qui n'est pas particulièrement engageante pour la France, c'est qu'elle demande une enquête internationale sur d'éventuelles violations des droits de l'homme en Arménie. C'est quelque chose qui est possible. Alors, ça porte un nom un peu particulier dans le contexte, puisque ce mécanisme juridique s'appelle le mécanisme de Moscou. Mais il se trouve que c'est un mécanisme qui peut être mis en œuvre, et je demande à minima ça, si ce n'est aussi des prises de position publiques de nos responsables politiques, et notamment de nos responsables gouvernementaux, qui pour l'instant me paraissent un peu défaillants. Mourad Papazian, on a l'impression que depuis le 8 août et l'accord de Washington avec Donald Trump, Ilham Aliyev et Nicole Pachinian, il y a une forme d'impunité de tout ce que pourrait faire Nicole Pachinian en Arménie au nom justement de la préservation de cette paix et des conditions de la stabilité de cette région. Et du coup, est-ce que ça renforce la situation, ça dégrade la situation politique ? Oui, vous avez raison de le souligner. Depuis le 8 août, c'est réaffirmé, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on constate que Nicole Pachinian
bénéficie d'une indulgence et d'une protection de la part d'un certain nombre de chancelleries occidentales. Il y a un accord, effectivement, au détriment des intérêts du peuple arménien entre Nicole Pachinian et un certain nombre d'États pour, effectivement, lâcher définitivement l'Artsakh, pour ne pas créer de sujet sur la reconnaissance du génocide arménien, pour probablement lâcher un certain nombre de territoires qui sont en phase de débats sur les démarcations, sur les lignes de démarcation. Vous savez, c'est 30 ou 31 territoires aujourd'hui qui doivent se partager entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc les 4 territoires du Tavouche ont été attribués à l'Azerbaïdjan. On a bien vu la posture de Nicole Pachinian qui était de dire si on conteste, on aura la guerre en réalité. Donc on voit bien de quelle manière les forces pan-turques, avec la complicité de la communauté internationale et l'assentiment de Nicole Pachinian, mettent progressivement la main sur l'Arménie. Et ça, ce n'est que le début, parce que finalement, moi, je ne crains pas du tout le risque de guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque de guerre en Arménie, puisqu'en réalité, l'Azerbaïdjan et la Turquie vont mettre la main sur l'Arménie via l'économie. Et demain, lorsque Pachinian acceptera l'ouverture à la Turquie et les relations bilatérales avec la Turquie sans que la Turquie n'ait reconnu le génocide arménien, par exemple, eh bien, la Turquie s'installera en Arménie. Donc c'est tout ce plan en réalité, c'est un plan de long terme qui est mis en place depuis 2018 en Arménie. Ce plan de long terme est un plan d'affaiblissement total de la partie arménienne, des Arméniens, au profit des forces pan-turques. Vous parlez du corridor du Sud, Harut Mardirosyan dans la déclaration d'accord du 8 octobre, le corridor du Sud qui sépare le Nakhitchevan, donc l'Azerbaïdjan, à l'Azerbaïdjan, de l'autre côté, à l'ouest, de l'ouest à l'est, eh bien, c'est la route du panturquisme. Quand on sait que le panturquisme a présidé aux destinées du génocide arménien, on se rend compte que la complicité de Nicole Pachinian dans cette affaire est terrible. Moi, je pense que depuis quasiment le début, en tout cas depuis 2020, que Nicole Pachinian est un instrument et qu'il a été placé ici pour cela, pour ce plan-là en réalité. Et donc, la perspective des élections est une perspective éminemment dangereuse pour lui. Et je pense qu'il va continuer à durcir son régime, puisqu'il a la complicité d'une grande partie de la communauté internationale. Il va durcir son régime pour... J'ai appris quelque chose d'ailleurs, c'est intéressant pour que Charles Consigny, qui est toujours là, je discutais avec un éminent juriste à Yerevan dimanche dernier, et il me disait qu'il y avait un risque que Nicole Pachinian puisse invalider des candidats. Des candidats qui sont sur des listes soit invalidés à 1 semaine, 10 jours, 2 semaines de l'élection présidentielle. Il y a ce risque également qu'un certain nombre de candidats ne puissent pas se présenter au nom de l'arbitraire en réalité, parce que tout ce qui s'est produit aujourd'hui se produit au nom de l'arbitraire. Charles Consigny, vous qui avez défendu la communauté arménienne contre les loups gris et qui est intervenu justement pour faire condamner un certain nombre de mouvements loups gris, est-ce que vous êtes surpris que justement ce sont les plus extrémistes turcs qui en France soutiennent la politique menée par Nicole Pachinian? Non, je ne suis pas surpris. Encore une fois, moi, mon rôle, c'est de faire intervenir la France et les organisations internationales, l'Europe, etc. Et là où, en revanche, je suis surpris, c'est de la faiblesse de la diplomatie française là-dessus. C'est plus ça qui me surprend et qui m'attriste quand on sait, effectivement, je suis intervenu dans un contentieux contre les loups gris qui avait mené de véritables ratonnades contre des Arméniens dans la région lyonnaise. Et ça devrait interpeller nos autorités, si vous voulez, vu qu'on a l'exemple sur le sol français de ce que peuvent subir les Arméniens de la part des gens qui les détestent
depuis des décennies. Mais moi, c'est plus ça qui me surprend, sachant par ailleurs qu'il y a, vous n'ignorez pas que l'Azerbaïdjan exerce une forme de soft power très important en France et que, pour dire les choses comme elles sont, il y a pas mal d'hommes politiques qui sont corrompus par cette grande puissance, que ce soit en France et en Europe. Et ça peut expliquer aussi malheureusement une certaine lâcheté, en tout cas un certain attentisme et une certaine apathie de la part de responsables politiques européens sur ce dossier. Dernière question, Charles Consigny, pour vous. Après, je poserai une dernière question également à Mourad Papazian. Mais quelles sont pour vous maintenant les prochaines étapes? Vous avez évoqué des questions au Parlement. Quelles sont les prochaines étapes pour vous dans ce dossier Samuel Garabedian? Oui, bah, les prochaines étapes, c'est effectivement les parlementaires français et européens, puisqu'on va se tourner aussi vers le Parlement européen, le gouvernement français et les commissaires européens, les juridictions internationales, des recours devant des juridictions internationales qui vont être faits de concert avec les avocats arméniens de Samuel Karapetian, sans doute faire intervenir aussi des personnalités comment dire, je suis en contact, en fait, sans vous donner tous les détails, je suis en contact quand même avec le cabinet du ministre des Affaires étrangères, et donc je pense que ça va quand même bouger un peu. Simplement, voilà, pour l'instant, il y a certaines choses qu'on fait, mais qu'on ne dit pas. Ok, merci beaucoup, Charles Consigny. Peut-être que Mourad Papazian avait un mot à Merci vous à adresser vous. avant de vous Non, laisser. je voulais dire d'abord merci d'avoir accepté ce dossier qui est un dossier important. Moi, je voulais vous dire qu'en réalité, ça nous fait beaucoup de mal de critiquer l'Arménie parce qu'on a l'habitude de célébrer l'Arménie démocratique face à l'Azerbaïdjan dictatorial et la Turquie autoritaire. Aujourd'hui, la réalité a changé, mais on sait tous très bien que ça peut aller encore plus loin. Ça peut aller encore plus loin dans l'escalade de l'autoritarisme. Et malheureusement, la seule manière d'empêcher que ça aille plus loin, c'est de le dénoncer publiquement, en réalité. Et le dénoncer publiquement aujourd'hui, c'est rendre un immense service à l'Arménie. Tous ceux qui pensent qu'il faut se taire sur ces sujets-là ne rendent pas service à l'Arménie. La seule manière de rendre service à l'Arménie, c'est d'empêcher que le pire se produise, que l'escalade de l'autoritarisme grandisse. Et pour cela, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer comme vous le faites auprès des autorités, de la communauté internationale. Et c'est notre rôle aujourd'hui à nous aussi, nous qui aimons l'Arménie, pour qui l'Arménie est aussi une raison d'être. Il faut dénoncer cette situation parce qu'en réalité, c'est un régime qui est un régime dangereux pour le pays, dangereux pour le peuple arménien dans son entier. Donc, je voulais vous remercier, Charles Consigny. Charles Consigny. Eh bien, merci à vous. Merci à vous, c'est un honneur. Et ça n'est que mon métier, mais c'est un honneur. Merci à vous. Merci pour cette interview. Je reste avec Mourad Papazian. Merci à tous les deux. Merci, Charles. Mourad Papazian, donc, vous êtes responsable d'un parti politique qui est présent au Parlement. Cette semaine, on a vu l'ensemble des députés dénoncer, comme vous venez de le faire, la politique qui a été menée. Ce parti prépare les élections législatives. Justement, on a quand même l'impression que c'est très difficile, c'est un climat délétère, c'est un climat presque anxiogène. Comment peut-on exercer une vraie opposition crédible et au-delà de la crédibilité, c'est quelque chose... comment mener une campagne saine, sereine, sans anathème, avec un programme contre programme dans de telles conditions? C'est très difficile et vous avez raison de souligner ce point, Harold Mardirosyan. Aujourd'hui, le jeu démocratique est perturbé par la politique autoritariste de Nicole Pachinian, c'est-à-dire qu'on n'est pas à armes égales, puisque dans une démocratie, on doit pouvoir présenter ses arguments, organiser des rassemblements, faire des meetings, organiser des manifestations si l'on se souhaite, dénoncer
des arrestations qu'on considère arbitraires, etc. Aujourd'hui, c'est devenu dangereux de cette pratique de la démocratie en Arménie et des libertés fondamentales. C'est devenu dangereux. C'est-à-dire que l'objectif de Nicole Pachinian et de son régime, c'est de faire peur à la population, de terroriser la population, de donner des avertissements aux opposants en montrant des exemples de grandes personnalités qui sont arrêtées, parce que finalement, Samuel Garabedian, c'est une grosse personnalité, c'est une grande personnalité. Bagrat Kalestanian, Monseigneur Bagrat Kalestanian, qui a conduit le mouvement Sol-Pazan Baïkal, c'est une grosse personnalité. Michael Adjabayan, l'archevêque, qui est un archevêque qui a un immense caractère et qui critique tout le monde d'ailleurs. Il nous a d'ailleurs nous-mêmes beaucoup critiqué. Il a beaucoup critiqué le Tashnak Soutoun, mais nous le soutenons parce qu'on considère que c'est une arrestation arbitraire. Il a été condamné à 2 ans. By the way, il a été condamné à 2 ans sur des motifs totalement fallacieux, sur de l'intime conviction et pas sur de la preuve, évidemment. Et comme cela, il y a des dizaines de personnes. Je vous disais tout à l'heure, le maire de Gumri, qui est arrêté parce que, comme par hasard, il a été... il n'est pas du tout de notre bord. C'est un communiste. Il n'est pas du tout de notre bord. Il a été arrêté parce qu'il a battu le candidat de Nicole Pachinian. Des manifestants, il y a eu des manifestations spontanées, comme c'est normal, pour le soutenir, pour dénoncer son arrestation. Ils ont été arrêtés. C'est des gens, ce n'est pas des politiques, c'est des gens, ceux qui ont été arrêtés. Il y a 16 personnes qui ont été arrêtées. Ils sont arrêtés je ne sais pas combien de temps. Ceux qui ont été arrêtés au mois de juin, ça fait des mois qu'ils sont arrêtés. Mais en même temps, il y a quelque chose que l'on n'évoque pas parce que ça peut paraître mineur dans le cadre, dans le cadre politique. Mais ces gens-là, ils subviennent aux besoins de leur famille. Ils doivent travailler. C'est souvent des hommes d'ailleurs. C'est quasi que des hommes. Il y a une femme, c'est quasi que des hommes. Ils doivent travailler. Et pendant qu'ils sont en prison, ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de revenus. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Il y a une dimension sociale aussi qui est incontestable dans ce contexte-là. Et donc je le disais, pour arrêter cette escalade, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Aujourd'hui, tous ceux qui aiment l'Arménie doivent dénoncer ce régime parce que ce n'est pas un régime d'avenir pour nous. Ce n'est pas un régime qui défend les intérêts du peuple arménien, de la nation arménienne. C'est un régime aujourd'hui qui est totalement en connivence, en complicité avec Erdogan et Aliyev pour faire de l'Arménie une province turque. Et ça, je peux le dire, ce n'est pas de l'exagération, c'est ce qui se produira si Nicole Pachinian est de nouveau élu le 7 juin prochain. Et c'est par la terreur et par l'autoritarisme qu'il compte gagner les prochaines élections. Eh bien, il faut le dénoncer. Écoutez, Mourad Papazian, merci beaucoup pour cette interview. Je vous propose maintenant d'écouter l'entretien que nous a accordé Sevak Torossian, qui est donc avocat au barreau de Paris et avocat auprès de la Cour pénale internationale, qui est un fin connaisseur du système judiciaire arménien, puisqu'il a défendu et obtenu le non-lieu contre Robert Kocharian en 2011 dans le procès qui lui avait été mené par justement Nicole Pachinian pour les événements de mars 2008. Je vous propose d'écouter donc Sevak Torossian dans cette interview. Sevak Torossian, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes également avocat auprès de la Cour pénale internationale et vous avez défendu de nombreuses personnalités politiques, dont l'ancien président de la République d'Arménie, Robert Kocharian, de 2018 à 2021. Donc vous êtes un fin connaisseur du système judiciaire arménien. Comment vous le jugez, ce système judiciaire arménien aujourd'hui ? Malade. Malade, c'est le premier mot qui vient. En réalité, c'est la suite logique de la justice de révolution qui s'est instaurée dès 2018. Comme vous l'avez dit, moi j'ai bien connu. J'ai pas de dossier aujourd'hui, mais j'ai connu pendant 3 ans les années les plus compliquées, c'est-à-dire celles de l'euphorie populaire. En réalité, tout ce qui se passe aujourd'hui est logique.
malade parce que le recours à la détention provisoire est quasi systématique, premièrement. Deuxièmement, parce que euh, la légèreté avec laquelle les enquêtes sont ouvertes est symptomatique de la dérive vers l'autoritarisme. Et quand vous avez des services d'enquête, des procureurs qui ouvrent systématiquement des procès contre des personnalités, des gens qui sont engagés ou qui ont simplement fait des déclarations sur Facebook contre l'actuel Premier ministre, euh, c'est très, très préoccupant. C'est préoccupant, mais en même temps, c'est, comme je vous le dis, la suite logique. Hein. Euh, il faut relire, en fait, toute l'histoire des procès de révolution. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Arménie aujourd'hui si on n'a pas lu l'histoire depuis 1789, parce que la première et en fait la seule révolution, à mon sens, qui a eu lieu, c'est celle-ci. Et je le dis parce que, en fait, il me semble que le concept de révolution et le concept de procès équitable sont incompatibles. Incompatibles. Simplement parce que la révolution supplante tout. Elle supplante la Convention européenne des droits de l'homme, elle supplante la Constitution, la loi, et on a un Premier ministre qui a évidemment pas fait d'études de droit, qui n'a pas de formation, qui ne comprend rien à l'ordonnancement juridique, qui a tâtonné, je pense, les premières années. On a peut-être eu un peu de chance les premières années en brandissant l'épouvantail de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis on a eu aussi beaucoup de chance d'avoir une formation au niveau de la Cour constitutionnelle qui finalement nous a donné gain de cause dans l'affaire que vous évoquiez de l'ancien président de la République. Aujourd'hui, en fait, quand je dis c'est la suite logique, c'est que il n'y a plus de limites. Déjà, à l'époque, on testait les limites de ce qui pouvait être fait ou pas fait, les conséquences. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites parce que, d'abord, c'est une gestion politique, une gestion de communication au jour le jour. Voyons aujourd'hui, faisons ça aujourd'hui, on verra demain. Il n'y a aucune vision au long terme. Et puis finalement, on se rend compte que les recours CEDH n'ont pas des conséquences aussi catastrophiques qu'annoncées. Voilà. Donc on fait comme la Turquie aujourd'hui en Arménie, on fait comme l'Azerbaïdjan, on s'assoit sur les décisions qui tombent ou qui vont tomber nécessairement. Voilà. Donc la légèreté avec laquelle l'enquête est ouverte systématiquement contre des opposants et aujourd'hui contre un avocat depuis quelques jours. Donc on est passé au stade d'interpellation de l'avocat, du placement en détention provisoire, simplement parce qu'il avait eu des propos virulents sur Facebook à l'égard du Premier ministre, dans le cadre d'un procès, bien sûr. Donc c'est dans le cadre de sa mission. Alors quand on arrive non plus seulement à l'arrestation systématique des opposants sur des motifs qui sont légers, mais au stade de l'arrestation des avocats, on a dérivé dans un système autoritaire. Ça me paraît évident aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les gens le voient. Il faut vraiment rentrer dans la machine pour comprendre. Parce que les gens ne voient pas. Je comprends que les gens ne voient pas parce qu'il y a une éducation qui est fondée entièrement sur les libertés publiques qui n'est pas donnée à tout le monde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des clans, en fait. Chez les Arméniens, c'est très difficile de trouver des raisonnements indépendants, en fait. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire. Chez les Arméniens, soit on est pour, soit on est contre, soit on est pro-Pachinian, donc on dit bravo, il est en train de faire le nettoyage, soit on est anti-Pachinian, donc on dit on crie au scandale. Mais mon raisonnement n'est même pas ici. Le raisonnement de l'avocat, il est sur l'importance ou non qu'on donne à la place des libertés publiques au sommet de la hiérarchie. Et les libertés publiques ne sont plus du tout à la hiérarchie. Je ne suis même pas sûr qu'elles l'ont déjà été par le passé, mais c'est très, très problématique. Alors reprenons phase par phase parce que ce que vous dites est très intéressant. Prenons déjà la phase de déclenchement de l'enquête Oui, et peut-être pour nos auditeurs,
vous dites que parfois le déclenchement des enquêtes est sur des éléments très simples, enfin, Ouais, très peu construits, euh, ouais. et peut-être les recadrer. Est-ce que ce même type de procédure pourrait être lancé en France pour les mêmes raisons? Non, non, non. Alors, ça peut être lancé. Vous savez, le nombre de classements sans suite qu'il y a en Oui, France, non. alors le taux, je l'ai pas en tête, mais il est très, très important. D'une part, quand vous portez plainte, il faut vraiment avoir des éléments parce que, alors, par exemple, aux États-Unis, les procureurs engagent leur responsabilité. En France, non, mais aujourd'hui, les procureurs s'amusent pas quand ils reçoivent un dossier à, euh, à ouvrir une enquête s'il n'y a rien. C'est pas possible. Hmm. Et en Prenons Arménie, quelques c'est cas. possible. Prenons quelques cas concrets. On a vu par exemple l'archevêque Michael qui a été arrêté et emprisonné sur la base uniquement d'une interview donnée dans un média De 4 ans propos. auparavant, Ouais. dans lequel il dit qu'il faut que le Premier ministre quitte le pouvoir. Euh, on est là dans une expression de la liberté d'expression où Oui, on outrepasse, parce que on en est arrivé à l'accuser de coup d'État avec cette phrase. oui, 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 bien sûr. Non, c'est évidemment de la liberté d'expression. Vous vous rendez compte le nombre de gens en France qui demandent la démission de Macron depuis plusieurs années? Qu'est-ce qu'on fait? On les met tous en détention provisoire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La liberté d'expression est sacrée. On peut demander. Alors, la question, c'est comment il transforme cette expression en tentative de coup d'État, de renversement, en fait, De l'ordre constitutionnel, voilà, c'est ce qui voilà. est le chef d'inculpation. Ouais. Et c'est ce fondement qu'on avait réussi à faire abroger en 2021 par la Cour constitutionnelle. Mais vous savez, quand on sort par la porte, il y en a toujours qui réussissent Hmm. à rentrer par la fenêtre. Enfin, voilà. Donc, Deuxième motif qui a été utilisé là, on utilise des écoutes téléphoniques prises mm, visiblement illégalement, puisqu'il n'y a pas eu d'un juge qui les a ordonnées. mm. Et leur divulgation dans les médias déclenche une autre procédure judiciaire sur le contenu de ces écoutes. Est-ce que là aussi, c'est des choses qui devraient être classées sans suite immédiatement? À partir du moment où l'écoute est illégale, alors ça dépend. Le mode de preuve en matière pénale peut être étendu. On a vu des affaires en France, on n'est pas d'accord, hein, beaucoup d'avocats ne sont pas d'accord avec ce qu'on a appelé les écoutes à filet dérivant, mais euh, dans le cas de ces affaires-là, l'utilisation des écoutes téléphoniques, euh, même si elles sont illégales, peuvent servir à étayer des accusations. Mais dans ce cas, il faut regarder encore une fois le contenu, et il me semble, moi j'ai pas vu le dossier des prêtres en question, il me semble que ça reste une question d'expression et que passer du problème de l'expression à celui de la tentative de coup d'État, notamment dans un contexte qui en réalité est celui de la préparation des élections de juin 2026, reste entièrement problématique. Et je pense que c'est dans cette période, dans un pays normal, où on devrait faire de plus en plus attention euh, à ne pas ouvrir des enquêtes sur rien, parce que c'est le principe démocratique qui est en jeu. Mais franchement, je pense qu'il s'en moque éperdument. Euh, Hmm. on est en train de parler de culture. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans deux univers. Vous m'interrogez sur les libertés publiques dans un univers qui n'a qui n'a d'intérêt que pour les avocats, en fait, aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a que les avocats qui comprennent ce qui est en train de se passer, l'opposition, mais encore une fois, l'opposition, c'est une question, je pense, clanique de soutien à son camp. On peut aborder ces questions sans entrer dans l'un ou l'autre schéma. C'est précisément ce que je vous disais, à savoir l'ouverture de l'enquête qui doit vraiment choquer quand il n'y a rien. Les propos typiquement de Samuel Garabedian. Garabedian, oui, absolument, c'est d'un ridicule, c'est d'un ridicule. En réalité,
transformer des propos en tentative de coup d'État, ça relève d'une manipulation qui est évidente. Et ça pose en fait un problème encore plus important qui est celui de l'indépendance des magistrats, des services d'enquête. Lorsqu'on reçoit un dossier pareil dans un service qui est indépendant, évidemment, on n'ouvre pas d'enquête. Mais ça suppose que le service d'enquête reçoit, ou le procureur, reçoit des instructions. Parce qu'il ne peut pas, aux États-Unis, je vous le disais, il engagerait sa responsabilité, le procureur. En France, il ne s'amuserait pas à ça parce que il n'engage pas sa responsabilité, mais il va engager sa réputation. Et puis finalement, on a des magistrats de qualité en France, quoi qu'on dise, les procureurs sont de qualité, ils sont bien payés, ils sont indépendants, ils ne sont pas corrompus. Donc finalement, ce qu'on veut dans un pays comme la France, c'est faire bien son travail. Vous voyez, on peut être objectif en France. En Arménie, ça me paraît extrêmement difficile. Et ce qui apparaît clairement, c'est l'absence totale d'indépendance du juge. Et dans un petit pays comme l'Arménie, je vais vous dire, c'est très problématique. Parce que l'Arménie, c'est quoi? 200 magistrats. Le système judiciaire arménien, c'est 200 magistrats. Un petit peu plus aujourd'hui, peut-être, quelques dizaines, mais pas plus. Ça veut dire que l'équilibre de toute la société repose entièrement sur la justice rendue. Dans la loi mosaïque, je vais faire 1 minute d'histoire si vous permettez, parce que c'est fondamental. C'est très bien. Lorsque les Hébreux arrivent en Israël, première loi adoptée, alors il y a une série de règles, de lois qui sont adoptées, c'est l'indépendance du juge. C'est-à-dire chaque juge est s'instaurer dans chaque ville aura son juge, c'est ça la phrase. Deuxième règle, c'est la corruption du juge. La corruption, c'est-à-dire que le juge risque la peine de mort s'il est corrompu. Et c'est là que ça devient intéressant parce que au sens mosaïque du terme, dans le judaïsme, la corruption, ça signifie pas simplement donner de l'argent à un magistrat. C'est pour un juge, c'est le fait de rendre juste délibérément un jugement injuste. À partir du moment où on a rendu un jugement qu'on sait injuste, mais on a reçu des instructions, où on est tenu en laisse pour d'autres raisons, parce qu'il y a beaucoup de magistrats, pas les jeunes, mais les plus anciens, qui ont des dossiers, et c'est très facile de tenir en laisse un magistrat en Arménie, parce qu'on a des dossiers sur tout le monde, et qu'à un moment de sa vie, il s'est passé quelque chose. Donc à partir du moment où le juge rend une décision qu'il sait injuste, eh bien selon la loi mosaïque, c'est puni de la peine de mort. Je vous disais, c'est l'une des premières lois. Pourquoi? Parce que dans la société juive de l'époque, comme en Arménie, comme dans tous les petits pays de 2 millions d'habitants, un peu plus, mais pas 70 millions, 90 millions comme en France ou aux États-Unis ou ailleurs, le juge, à mon avis, est l'institution centrale. Ça veut dire que sans l'indépendance du juge, on ne peut pas avoir d'équilibre social, on ne peut pas avoir de développement économique. C'est impossible. Voilà. Effectivement, on peut peut-être revenir aussi au deuxième volet que vous avez évoqué, qui est la mise en détention préventive pour 2 mois, oui, oui. Possible à 4 mois, 5 mois, etc., où on a l'impression que désormais les juges, même s'ils n'ont rien dans le dossier, bon, bah, c'est demandé par le procureur, on va mettre la personne de 2 mois en préventive, et puis au pire des cas, il va rester là pendant 6 mois, et puis dans 6 mois, il va sortir, le dossier est vide, il sort. Oui. Mais le temps politique est passé, le doute s'est instauré, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dit, et donc si on l'a mis en prison, c'est qu'il y a quelque chose, et on a joué le rôle politique. Mais comment vous jugez cette systématisation de l'usage de la préventive? Parfois, on se demande même sur quel motif on met les gens en prison, alors que dans le même temps, la loi arménienne a évolué avec Nicole Pachinian pour dire que la préventive devait être l'exception et que normalement les gens pouvaient rester chez eux avec des bracelets, etc. Ça, c'est une règle qui a été imposée par l'Europe, par le Conseil de l'Europe, parce qu'en Europe, c'est comme ça. En France, la liberté est la règle
la détention est l'exception. Et ça doit être comme ça. Comment je l'explique? Simplement qu'on confond en Arménie, la règle est inversée en fait. On confond la punition avec la détention provisoire. Vous pouvez dire préventive, hein, on dit provisoire en France, mais c'est le terme historique préventive, mais on peut dire les deux si vous le souhaitez. Donc la règle est inversée. La détention provisoire n'est pas la punition. J'ai dû le répéter 100 fois à l'époque. Une fois que la personne est condamnée, qu'elle a bénéficié d'un jugement juste, d'un procès équitable, que toutes les voies de recours sont épuisées, là, on n'a plus rien à dire, même la défense. Si le raisonnement est bon, les preuves sont là, c'est 5 ans de prison, 5 ans de prison, il faudra exécuter la peine. Donc, ce n'est pas la punition le problème. Quand on place en détention provisoire, la détention provisoire a grosso modo 3 intérêts. Premièrement, que la personne ne fuit pas à l'étranger pendant la période de l'enquête. Deuxièmement, qu'elle ne fasse pas pression. Ça semble peu probable pour un évêque ou pour un archevêque. C'est absolument ridicule. Deuxièmement, qu'elle ne fasse pas pression sur les témoins. Troisièmement, qu'elle ne fasse pas de concertation avec d'autres personnes mises en cause. Et tiens, quatrièmement, c'est le dépérissement des preuves, qu'elle ne fasse pas disparaître des preuves. Donc la détention provisoire, ça sert à préserver l'enquête. Voilà. Placer en détention dès maintenant sur un propos en plus, sur un propos en fait. Hein, en réalité, j'ose à peine le dire, on est dans le domaine de la diffamation. Diffamation, en France, c'est des amendes. Hein. Quand vous diffamez quelqu'un, vous allez être mis en examen, vous partez au tribunal, dans la 17e correctionnelle à Paris, qui est une chambre spécialisée. Ce qui va être risqué, c'est une amende, mais c'est de l'expression, parce qu'en France, on a une très vieille loi, la loi de la presse, qui date du 19e siècle, qui est fondée précisément sur le trauma du passé, de l'ancien régime. À chaque fois qu'on disait quelque chose, on pouvait se retrouver en prison, voire être décapité, torturé. Donc, c'est une culture aussi qui n'a pas... On est en train d'importer des concepts occidentaux dans un pays qui n'a pas du tout cette culture. La culture actuelle de l'Arménie, qu'on le veuille ou non, c'est la période soviétique. Donc la période soviétique, on enferme. Et je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui compris ce qu'est la détention provisoire. On n'a même pas compris l'importance de la liberté. Troisième volet, vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure sur l'indépendance des juges dans leur prise de décision. On a vu plusieurs juges dont la carrière ils ont été mis à la retraite pour justement avoir rendu des jugements en faveur de personnalités de l'opposition en exerçant des non-lieux. Le juge du procès dont vous parliez lui-même a été mis à la retraite d'office. Il a été même, je crois, mis en examen pour un autre dossier plus tard. Est-ce que ce genre de pratique vise aussi à créer une forme de terreur, d'instance pour qu'on aille dans le sens du procureur, quoi? C'est évident. Pas seulement du procureur, du Premier ministre. Du Premier ministre. C'est un signal lancé alors dans le dossier que vous évoquez, je le connais bien, donc à l'époque, lorsque le magistrat avait accepté de remettre en liberté Robert Kotcharian, le lendemain, il avait été perquisitionné. Une enquête pénale avait été ouverte sur un truc complètement stupide, hein, une plainte d'un particulier 1 an auparavant qui était nulle. Et il a été mis au placard, effectivement. Alors, c'est lui qui est puni, bien sûr, mais en réalité, c'est un signal qui est lancé à l'ensemble des 200 magistrats d'Arménie. Soit vous m'écoutez, soit vous allez subir le même sort. C'est évident. Comment voulez-vous travailler? Comment voulez-vous que des jugements indépendants puissent émerger dans un contexte où on annonce, le Premier ministre annonce à l'époque, il avait dit c'est terminé, plus personne ne donnera d'instruction aux magistrats. Moi j'avais dit chiche. En 2018, la justice en Arménie devenait intéressante. Avant ça, j'avais eu quelques sollicitations, mais évidemment, c'était un autre système. C'était la corruption généralisée, systématisée, hiérarchisée. Donc, qu'est-ce que vous voulez défendre En 2018, rien qu'avec cette phrase, ça devenait intéressant.
Mais ce qu'a voulu dire Pachinian, je l'ai compris assez rapidement, plus personne ne donnera d'instructions aux magistrats, ça voulait dire sauf moi. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de parler, hein. Il n'a même pas besoin de donner physiquement, oralement d'instructions, je pense. Ça doit se faire Ça a dû se faire pour Garabédian, ça me paraît évident. Ça a dû se faire pour les prêtres, mais en règle générale, il n'y a même plus besoin, à partir du moment où vous avez des gens soumis autour de vous qui vont exécuter votre volonté. Quatrième volet maintenant, la hiérarchie des peines, la hiérarchie et, comment on peut dire, la comparaison des peines. Quand on prend la condamnation de l'évêque Michael en première instance à 2 ans de prison pour 2 interviews dans lesquelles il demande le départ du Premier ministre, et qu'on compare avec les 18 mois sans détention qui ont été accordés au chauffeur du cortège de Nicole Pachinian qui a tué une jeune femme enceinte alors qu'il roulait à vive allure dans les rues d'Yerevan, on a l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Est-ce qu'il y a des contre-feux possibles en Arménie par rapport à ça? Comment un juge est capable de se faire une opinion dans cette hiérarchie des peines? Euh, D'abord, c'est les voies de recours. Qu'est-ce que je vous dis? Les voies de recours, donc la cour d'appel. Ensuite, les syndicats de magistrats. Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le problème de l'indépendance du juge. S'il a reçu pour instruction de mettre telle peine, c'est ce qu'il fera. Je voudrais quand même mettre un bémol, hein, parce qu'on parle des affaires sensibles, politiques, Oui. des affaires. Je pense sincèrement que depuis 2018, il y a quand même eu une forme d'évolution de la justice en Arménie. Lorsqu'on est magistrat, qu'on a un petit dossier, je ne crois pas que 2018, on vienne vous chercher, vous embêter, vous donner des instructions. C'est ce que j'entends des confrères, hein, d'Arménie. Alors, les premiers temps, la corruption avait disparu. Aujourd'hui, j'en suis pas aussi sûr, mais il est possible de travailler dans l'indépendance, dans les dossiers sans envergure. À partir du moment où on touche à la sphère du pouvoir, c'est impossible. Donc, dans les deux cas que vous évoquez, dès lors que des instructions sont données, il est évident que les peines n'auront avoir aucun sens, ni pour l'un, ni pour l'autre. Pour l'un, on va coller le maximum de ce qu'il est possible de faire, et pour l'autre, on va coller le minimum, quelque chose de symbolique, de ce qu'il est possible de faire. Donc, vous voyez, mais je pense que le peuple, à un moment, quand il voit ça, il reprend les deux exemples que vous venez de prendre, ne peut pas avoir foi dans le système. C'est juste impossible. Quelqu'un d'un peu objectif se dit ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Voilà, donc l'intérêt, mais je vais faire de la politique si je le dis, mais je ne vois pas d'évolution en fait. Il y a un bouquin qu'il faut lire, absolument, à défaut d'avoir lu les livres d'histoire des procès de révolution, c'est La ferme des animaux, George Orwell. George Orwell. Parce que là, vous voyez clairement, dans un roman qui est assez agréable à lire et puis ludique, mais vous voyez les étapes à travers De lesquelles, la mise en place d'une dictature. ouais, de l'autoritarisme. Mais vous les voyez clairement. Et quand vous lisez le livre, vous dites, mais ça me rappelle étrangement quelqu'un. Mm. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'issue, moi je ne vois pas d'évolution avec le gouvernement actuel de la justice. J'espère, je le dis souvent, me tromper. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'espère me tromper et que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on dira on s'est tous trompés, c'est un type formidable, il a eu raison. Mais je ne crois pas pour l'instant. Donc l'alternative, ce serait juin 2026 et encore, pour arriver encore à un système
à une nouvelle équipe peut-être, et puis à une inconnue. Je ne sais même pas Hmm. vers quoi on basculera s'il y a vraiment un changement. En tout cas, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est très, très mauvais signe. Deux dernières questions, Sévactor-Ossian. La première concerne comment vous êtes encore sans doute en contact avec vos collègues avocats. Comment eux, dans quelles conditions travaillent-ils et comment on pourrait renforcer un peu leur poids, ou en tous les cas les défendre mieux déjà. Très difficile, oui, je leur parle souvent. J'ai plein d'amis qui sont tous les jours Alors, sollicités. je vais dire Oui. ma question différemment. Est-ce que les barreaux de France, qu'est-ce qui peut être fait pour que justement cette situation que l'on constate maintenant, qu'est-ce qui pourrait influencer, qui pourrait faire quelque chose pour que ça bouge justement depuis la France? Alors, le barreau de Paris et le barreau d'Arménie, oui, ils sont en relation. Mais je vais vous dire, les avocats vont pas s'occuper des affaires politiques ou des affaires courantes. Par contre, lorsqu'un avocat est placé en détention provisoire pour avoir exercé sa mission, oui, non seulement le barreau de Paris, mais il y a des organisations internationales qui sont mobilisées. J'ai vu ce matin une publication d'un institut international de défense des avocats. Ça peut faire du bruit. C'est le même cas pour les magistrats. À l'époque, j'avais dit qu'il faut que les juges courageux, comme celui qui avait, au péril de sa carrière, euh, accepté de remettre en liberté l'ancien président, euh, il savait que sa carrière était foutue, à mon avis, hein, c'était terminé. Hmm. Mais il faut que ce genre de magistrats indépendants, il y en a, évidemment, il y en a, mais ils sont eux aussi, à mon avis, très, très malmenés. Il faut qu'ils se rapprochent des syndicats étrangers. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe en Arménie n'est pas nouveau sur la Terre, sur la planète. Ce sont des processus que la France a connus. On a 200 ans d'histoire de procès, de naissance et de fabrication des libertés publiques. Il faut se rapprocher des pays qui ont l'histoire, qui ont exactement les mêmes étapes, connu les mêmes étapes, un peu comme dans la ferme des animaux. Ce sont les étapes qui sont incontournables. Voilà. Donc le rapprochement avec d'autres, mais je vous dis, on a un avocat qui a été placé en détention provisoire il y a quelques jours. Ça n'annonce rien de bon. Et évidemment, je pense, je l'espère que ça se passera. Mais à partir du moment où on a encore franchi une limite, rien ne va plus. Hmm. Rien ne va plus. Dernière question qui est au-delà de la justice pénale, qui remonte même jusqu'à la Constitution, puisque on le Ouais. sait, il va y avoir une proposition de changement de la Constitution en Arménie, avec un référendum qui doit être mis en place par rapport à ce changement de Constitution. Comment vous voyez justement cette évolution de la Constitution dans laquelle, on le sait, on va enlever tous les paramètres qui rappellent l'Artsakh, qui rappellent la cause arménienne? Est-ce que et comment la justice peut prendre constitutionnelle cette fois-ci peut intervenir dans ce débat? Alors, ce que j'en pense, j'imagine, c'est la même position que tous les Arméniens de diaspora déjà, parce que c'est la négation de l'identité fondatrice de la diaspora. Le génocide, nous sommes nés du génocide. C'est la négation de tous les symboles avec lesquels nous sommes nés aussi, nous avons grandi. C'est la négation de l'histoire. Et encore une fois, c'est le même mécanisme, la ferme des animaux. On brûlé tous les livres d'histoire ou réformer la constitution arménienne dans ce sens, c'est à peu près la même chose pour moi. C'est la même chose. C'est la même Mais chose. écoutez, Sévactor, merci beaucoup pour cet entretien qui Merci à était vous. très très intéressant. J'espère que nous pourrons le renouveler à d'autres moments
en avançant, et j'espère pas pour de mauvaises nouvelles qui viendraient d'Arménie, mais plutôt de bonnes nouvelles. Écoutez, merci encore pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. Chers amis, merci pour cette émission. Je voudrais également remercier Charles Consigny, avocat au barreau de Paris, qui représente Samuel Garabedian en France, Mourad Papazian, membre du bureau mondial de l'AFA Tachnak-Soutoun, et vous venez de l'entendre, Sevak Torossian, avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale, pour ces interviews dans le cadre de cette émission. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur table.